mardi 26 avril 2022. Bonjour et bienvenue, madame, messieurs. Vous regardez Kiosque. La une de journaux ce matin, c'est ces travaux au niveau de Nairobi, proprement dit, qui ont repris hier. Justement, les délégués des groupes armés avaient pris connaissance du communiqué final sanctionnant les travaux du chef d'État de l'Afrique de l'Est, désarmement sans conditionnalité. Les travaux vont se poursuivre sous la médiation du Kenya, qui abrite donc ses assises, la logistique. Il y a encore des groupes armés, plus précisément des lutheries, qui ne sont pas encore arrivés. Ils étaient bloqués au niveau de Goma. Certainement que la logistique va pouvoir suivre aujourd'hui pour qu'ils puissent rejoindre leurs compatriotes en fait de discuter sur le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. 26 avril 2001, 26 avril 2002, un an, le gouvernement dit Warrior, l'équipe Sama a totalisé 12 mois. L'heure du bilan a sonné, l'heure de la redevabilité également, mais aussi des perspectives à venir, grande émission, débat populaire. Le Premier ministre attend donc rencontrer d'ici la fin de la semaine les chevaliers de la plume pour faire le point, mais déjà tout à l'heure, nous allons tenter de passer un peu en revue ce qu'ont été les différentes réalisations de Sama Lukonde et l'ensemble de son équipe. Ngobila Gentilly, le gouverneur de la ville de Kinshasa, ça va, ta guerre contre les constructions anarchiques. Le patron de la ville a ciblé par exemple l'avenue Osui dans la commune de Matongé, en commune de Kalamou, quartier Matongé ici à Kinshasa. Mais le problème, lui, il est complexe. Il n'y a pas que dans Matungé, mais il y a aussi dans toutes les rues, dans tous les quartiers, tout comme dans toutes les communes, ces constructions anarchiques qui, selon le gouverneur de la ville de Kinshasa, sont à la base des inondations dans la capitale congolaise. Jenny Kaninga, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Serge, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir toujours d'être là sur le plateau des kiosques. Merci. Un grand rendez-vous matinal pour échanger sur l'actualité du pays. Gentilly Ngobila en guerre contre les constructions anarchiques. Ils disent que les gens construisent très mal. Et il y a même des gens qui construisent là où l'eau devrait passer. Et c'est à la base de ces inondations. Il en veut pour preuve l'avenue Osui. Mais ce n'est pas que l'avenue Osui. Le problème, il est au-delà de l'avenue Osui. Le gouverneur Ngobila, je pense que c'est comme un enfant qui dormait. On le réveille. Et quand il se réveille, on lui demande d'aller se soulager pour aller dormir. Mais bon, lui prend la direction de la cuisine. Parce que je ne peux pas comprendre que c'est aujourd'hui que le gouverneur se réveille pour descendre sur le terrain et aller voir qu'est-ce qu'il y a à la base des inondations. Alors qu'il a des services, moi je me demande, est-ce qu'il lit les rapports de ces bourgmestres? Est-ce que les chefs des quartiers font les rapports aussi? Est-ce que les bourgmestres lisent les rapports des chefs de quartier? Est-ce que les chefs de rue donnent les rapports aux chefs de quartier? Bon, finalement, qui doit gérer tout ce monde-là dans cette entité de Kinshasa? C'est le gouverneur de la ville. Mais finalement, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? C'est quoi son travail au quotidien? Moi, je me le demande. Quel est le travail de monsieur le gouverneur au quotidien? Quand il vient le matin au bureau, il s'assoit. Est-ce pour accorder des audiences ou pour traiter les problèmes des Kinois qui sont aussi canalisés par des voies officielles? Allez par exemple la rivière qu'on appelle la rivière Mososo. Il y a des gens, cher Serge, qui ont construit, je dis bien, à moins d'1 mètre. Là où il y a même le lit de la rivière. Là où il y a le lit de la rivière. Et finalement, ils ont construit de l'autre côté. Quand vous êtes du côté de Limité, enfin, les deux rives c'est Limité. Oui. Oui, les deux rives c'est limité, mais quand vous êtes du côté, quand vous regardez vers Première rue, à droite, les gens ont construit jusqu'à 0 mètre du lit de la rivière, et à gauche, il y a des parcelles, c'est ouvert, les eaux de Mososo, de la rivière, entrent dans toutes ces parcelles, ça dépasse même votre taille. Mais il y a un problème de civisme aussi. Hein. C'est vrai que le gouverneur fait sa part, mais il y a aussi nous, population. Exactement. Oui. Moi, je me demande que fait les Kinois, parce qu'il y a un comportement propre. Regardez ce qui se fait au Katanga. Les gens disent, bon, quand vous venez chez des gens, il faut apprendre leur manière. Mais quand vous êtes dans une capitale, il faut apprendre les manières des citadins. Vous buvez votre eau. Après, qu'est-ce que vous faites de l'emballage?
Il semble que ces entreprises-là donnent de l'argent au gouverneur pour collecter les bouteilles en plastique, et les sachets en plastique pour les recycler. Est-ce que ce travail est fait de manière correcte? Comment est-ce que les bouteilles se retrouvent toujours pleines dans les lits des rivières? Très bien. Ça, c'est votre question de ce matin, adressée au gouverneur de la ville, aux députés provinciaux, chefs de quartier, chefs de riz, chefs d'avenue. Gardez, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo. La compétition reprend. Hein. Merci beaucoup. Oui. Je disais que la compétition reprend et elle sera rude. Oui, mais la compétition, moi d'ailleurs je suis le plus heureux de savoir que cette fois-ci au moins kiosque... cette fois-ci c'est la bonne. Hein. J'espère que c'est la bonne, parce qu'hier il a suffi qu'il y ait une forme de pression pour que finalement les choses s'arrangent, mais j'espère que les gestionnaires ont pris la mesure de la chose pour que finalement ces genres d'incidents n'arrivent pas, parce que quand on le fait, on détruit une entreprise aussi grande comme CCTV. Quand on détruit CCTV, on détruit une tribune comme kiosque. À l'aune des enjeux politiques, je me demande, est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire? Surtout dans un environnement médiatique où vous avez plus de 50 chaînes de télévision, des émissions concurrentes. Il y a des émissions qui sont nées juste pour pouvoir faire fausse route ou encore vouloir créer de la rivalité avec kiosque. Il ne faudra pas prêter le flanc aux adversaires, mais c'est pas simplement des adversaires, ce sont des concurrents, parce que derrière, il y a tout un modèle économique, mais il y a aussi des besoins et des enjeux, à la fois d'ordre économique, mais aussi d'ordre politique et d'opinion publique. Jean-Thélie Ngobila, en guerre, vous voyez comment nous-mêmes nous construisons chez nous. Là où il y a les égouts, pour faire passer les eaux de pluie, c'est là où moi je viens construire, et c'est toute la difficulté. Ngobila se réveille, un peu comme disait Djemit. Non mais Ngobila se réveille, je crois que ce problème-là, à Kinshasa, on l'a depuis un certain moment. Le problème n'est pas à ces niveaux-là. Le problème, c'est que Kinshasa est un peu une ville, j'ai envie de dire, enclavée. Kinshasa ne peut pas avoir de problème d'espace pour lotir. Kinshasa est habité à moins de 25%. Ouais, mais je te l'ai dit. Mais le problème est simple. Le problème, c'est que les gens ne peuvent pas aller vivre loin de ce qu'on peut qualifier de centres névralgiques et des zones économiques. Le problème de Kinshasa, c'est que quand vous regardez, les gens prennent la même direction. Que vous soyez ceux qui viennent de Ngaba, le gros de l'activité économique est centré. C'est l'essentiel le matin. Et les gens, oui, pour des besoins de coûts, avec cette vie assez dure, veulent être un peu dans la proximité de leur centre économique ou près de leur lieu professionnel, afin d'éviter de pouvoir en dépenser trop. Ça, c'est une question de politique. Ça ne sert à rien. On va chanter, on va dire ce qu'on a envie de dire, mais quelqu'un qui, généralement, se réveille tout le matin pour aller faire son coup vers Zando, aura du mal à aller habiter à Bibois, à Sélé là-bas, où il y a tout, où il peut, à moindre coût, il peut acheter un espace, lotir, construire la maison même de ce rêve. Ça, c'est un autre problème. Mais le deuxième problème que moi je trouve aussi très intéressant, je le dis plusieurs fois, je vais y revenir encore une fois de plus, parce que Kinshasa, c'est vraiment l'expression de nos frères et sœurs, c'est Mbokabane Nabane. Kinshasa, depuis un certain moment, je m'en veux même poser la question, je me dis, sur base de quel programme les députés provinciaux ont voté Jean-Thélie Ngobila? Parce que jusque-là, on n'arrive à rien comprendre. Mais il fait maintenant on ne sait même pas dans la durée établir un jugement de valeur sur ce qu'il fait. Parce que pour mieux juger l'action gouvernementale, il faut savoir quels sont les axes prioritaires dans son programme et qu'est-ce qui lui tient à cœur, qu'est-ce qu'il a promis. Kinshasa évolue comme ça. On ne sait même pas où on va. C'est-à-dire, il peut se réveiller d'un jour au lendemain, il nous pond un slogan, il va de manière inachevée, il vient et vous sort un autre truc, et puis finalement, tu sais, parfois, je perds toutes mes facultés. On navigue un peu à vue, vous voulez dire? Naviguer à vue, c'est encore mieux. Ça veut dire que c'est avoir la capacité, la dextérité de pouvoir jouer sur quelques leviers et garder la ligne. Ça, c'est autre chose. Je préfère encore quelqu'un qui navigue à vue, ça veut dire quelqu'un de spontané qui sait réagir quand il le faut, même s'il n'a pas de vision à très long terme. Là, on ne navigue même pas à vue, on stagne et on patauge dans d'autres bouts. Ça, c'est le grand problème. Je vous ai vu poser une question fondamentale ici. Est-ce que le chef du quartier font de rapport? Est-ce que le bourgmestre font de rapport? Je ne sais pas ce qu'est le chef de quartier, mais au moins avec le gouverneur, je peux attester ici que régulièrement et constamment,
Ces gens-là sont en communion et en communication avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Parce que l'hôtel de ville a une mainmise sur le peu de recettes qu'ils font dans les marchés et les autres sources de revenus des communes. On ne peut pas venir chercher l'argent sans pouvoir avoir le rapport, la situation générale de la commune. Je vous assure ici que l'hôtel de ville a tout le rapport. Mais il regarde seulement les chiffres. Mais lui, regarde la littérature, là, la littérature, ça ne l'intéresse pas. Merci, Alors, on raconte ici combien? Autant. Tindangao. Je doute fort même qu'il rétrocède à ces communes, ce qui fait que ces communes-là manquent cruellement de l'argent. Ces communes-là sont paupérisées. À un certain moment, tu perds toute ta tête, tu dis... Je suis convaincu qu'il faut plutôt pousser Ngobila à accentuer un peu cette itinérance dans nos communes que de rester dans son bureau climatisé. Il faut l'encourager. Elle est à Kitambo, mais Kitambo n'est que l'ombre d'elle-même. Hein. Il y a la seule chose que je peux reconnaître de Ngobila, c'est que le boulevard du 30 juin, il est entretenu. Parce que moi, j'avais une crainte au lendemain de la levée du couvre-feu, oui. Hein, après Covid, quand on a ouvert Gombe, c'était propre, j'ai fait un reportage, c'était propre, je me disais, mais est-ce que ça va demeurer comme ça? Mais je crois que là, au moins, il maintient la propriété, et il y a des brigades qui sont en train de travailler sur les grandes artères. De ce point de vue, j'ai dit ok. Mais en ce qui concerne la salubrité, en ce qui concerne l'assainissement, en ce qui concerne le lotissement, là, tout à l'heure, je disais que Ngobila s'est réveillé, mais je crois que par rapport au lotissement, là, on l'a réveillé, mais il a fait semblant de se réveiller, mais il dort encore. Il est encore dans la somnolence. On l'a réveillé, mais il dort encore. Donc quand vous faites un tour, vous revenez, vous allez le retrouver encore en plein sommeil. Et c'est, parlons des questions qui nous concernent quand vous dites il se fait semblant de se réveiller. Donc quand vous faites un tour, vous revenez. Mais on t'a réveillé, monsieur. Allez, on va aller à Nairobi au Kenya. En fait, les travaux proprement dit ont commencé hier. Hein, parce que c'est hier que les délégués, pour la première fois, les représentants du mouvement Label avaient accepté de se faire filmer, accepté même de participer aux travaux. Okay. Et plusieurs d'entre eux, je prends par exemple Rounida, que j'ai suivi, ont pris l'engagement d'abandonner les armes. Je pense que c'est vraiment des engagements sincères. Et c'est hier, comme je disais au début de l'émission, qu'ils ont été informés du communiqué final de ces travaux. C'est-à-dire, c'est un désengagement, c'est un désarmement sans contrepartie. Exactement, mais je crois qu'il y a un point important à souligner à la population congolaise, c'est que cette situation depuis le départ, par déficit des communications, a été vue de mauvais œil par le Congolais, les Kinois particulièrement, qui, comme j'ai l'habitude de le dire, ne pardonneront jamais à qui que ce soit qui voudra remettre la RDC dans les mêmes travers d'hier. Ouais. J'ai quand même le droit de féliciter cette équipe-là d'avoir refusé de siéger avec le M23, qui, il faut le dire, n'est pas dans la catégorie de ces groupes armés tels qu'édictés par la feuille de route de ces assises. Et aussi parce que j'ai déjà l'habitude de le répéter ici, le M23 avait accepté autrefois, dans la suite des accords cadre d'Addis Abeba, s'est transformé en un groupement politique, oui. Et qu'aujourd'hui le M23 doit compétir de manière démocratique comme toute autre forme de regroupement politique. Et que s'il y a encore de zones de bastions militaires, oui. Je crois qu'ils doivent se référer aux accords précédents et trouver un autre moyen de sortie. Et si ils estiment, parce que j'en ai entendu dans l'opinion, qu'il y a encore quelques reliquats dans les promesses, dans les engagements du gouvernement, je crois qu'il faudra se reposer là. On est dans une suite et non pas venir remettre la machine arrière en croyant que le Congo était un bourbier où on peut revenir comme ça après avoir commis des actes sans répondre de ces faits. Maintenant, dans le fond, sur cette question-là, c'est vrai que c'est sans contrepartie, mais aussi dans ça, il faudra reconnaître une chose, Serge Kabongo, cette approche-là a été évoquée plusieurs fois. Je rappelle que depuis les accords cadres d'Addis Abeba, il y a constamment des commissions au niveau de la sous-région qui mettent ensemble les différentes parties prenantes pour pouvoir discuter et trouver de voies et moyens et respecter les engagements pris lors de l'accord cadre d'Addis Abeba, afin de pouvoir taire cette situation. Est-ce que là où la CRGL a échoué, la communauté des États d'Afrique de l'Est peut réussir? Oui. Vous savez pourquoi? Pourquoi je pense qu'ils peuvent réussir dans le sens où le débat a évolué aujourd'hui. Autrefois, on était dans une sorte de nébuleuse, ça veut dire que
le Congo et les pays frontaliers se regardaient en chien de faïence. Le Rwanda et l'Ouganda, d'ailleurs, ça c'est jusqu'à aujourd'hui, ça ne marchait pas. Mais aussi parce qu'à l'époque, cette Afrique-là avait encore une vision minimaliste. Aujourd'hui, il suffit de regarder dans quelle dynamique ces États sont. C'est le business, ils sont dans le business. On a compris que finalement, la meilleure façon de rester dans l'histoire, la meilleure façon d'apporter le développement tant attendu pour chaque État, c'est de privilégier la paix. Et aussi, on a finalement compris qu'aujourd'hui, cette guerre-là, l'économie des guerres est en train de perdre. Est-ce qu'il y a une volonté? Il y a une volonté, c'est ça le problème. Parce que qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment les négociations de la dernière fois, de la dernière chance, et qu'il n'y en aura plus? Ici, ça serait naïf de croire à la bonne foi. Voilà. Tout dépend maintenant, puisqu'on est parti sur cette dynamique-là, maintenant tout dépend de l'efficacité et de la volonté, particulièrement du gouvernement, de pouvoir tenir la ligne qu'il a édictée maintenant, et aussi y veiller. Parce que c'est une chose de accepter, prendre les engagements, mais ne pas suivre ces éléments-là. Mais il ne faudrait pas suivre le processus. Dans les dernières la plus grande difficulté, c'était de pouvoir établir un mécanisme de suivi des différents éléments. Il ne faudrait pas que ce soit comme une sorte de foire, comme j'ai vu là. Tout groupe armé veut venir participer. Non, nous, on ne va pas. J'ai même appris ce matin qu'il y avait un groupe armé qui avait refusé de prendre place à bord de l'aéronef, qui avait sollicité un jet privé, mais aussitôt, ils ont pris l'argent, ils ont rejeté l'invitation. Vous voyez, c'est comme une foire, c'est comme un Capharnaüm, tout le monde vient, nous aussi nous sommes groupe armé, mais il faut faire un distinguo. C'est qu'il y a des gens qui avaient pris des armes contre les pays, et il y avait une résolution de l'Assemblée nationale à l'époque interdisant de pouvoir réintégrer ces gens-là qui avaient pris des armes contre la patrie mère au sein de notre armée, au sein de notre service de sécurité. Mais il y avait des gens parmi eux qui avaient pris des armes comme des mouvements d'autodéfense. Ça, il faut traiter à différents niveaux. Exactement, c'est pourquoi il y a eu cette résolution, prise le jeudi 21, qui voulait à ce que le gouvernement de la RDC entende ces différents groupes armés. Parce qu'ils n'étaient pas tous dans la même logique ou dans les mêmes objectifs. Donc il fallait les entendre et regarder comment les introduire dans le programme de DRCS pour que finalement le gouvernement ou la République puisse récupérer les brebis galeuses. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, vous savez Serge, la guerre fatigue. La guerre fatigue. Parce que ça vous demande les moyens, ça vous demande le temps, ça vous demande l'énergie, ça vous demande... Ouriga a parlé d'une reddition volontaire. Hein. C'est une reddition volontaire. Parce qu'ils étaient fatigués à un certain moment. Ok, vous êtes fatigués, mais est-ce que vous sortez de la forêt comme ça? Bon, vous sortez sans savoir où vous allez, dans quelles conditions. Comment formaliser les choses. Alors, une fois qu'il y a une occasion comme ça, mais les gens sautent dessus. C'est pourquoi, moi je ne sais pas, c'est comme un peu disait Mike Gardy au début de cette action, de ces sommets de Nairobi, il y a eu en quelque sorte une intoxication pour montrer aux gens, aux Congolais, non voilà, Bateki Mboka, voilà Bateki Mabele. Et qu'est-ce qu'ils ont donné à ces groupes armés pour qu'ils acceptent? Oui. Mais finalement, avec la communication, les Congolais comprennent qu'il n'y a pas de contrepartie. Mais est-ce que la logique qui tend vers la scission du M23, ça sera bénéfique pour les pays? Mais je ne sais même pas est-ce qu'il y aura scission. Moi, je pense qu'il faut mettre tous les moyens au niveau local, c'est-à-dire le pays, mais aussi avec la sous-région pour finalement neutraliser ce mouvement-là. Il faut le neutraliser. Parce que ce n'est pas la première tentative de scission. Aujourd'hui, il y en a qui sont députés. Par le passé, ils ont été intégrés dans les institutions. Mais ils ont repris les armes. Alors, est-ce que faire confiance au M23 pour, je ne sais pas moi, négocier avec eux, alors que le gouvernement a dit pas de négociation? Consultation, on vous donne une ultime chance, revenez au bon sens, déposez les armes, ou alors nous vous traquons. Alors, ceux qui ont compris, ils sont revenus. Le M23 semble s'entêter, mais c'est pour combien de temps? Parce que ce qui est vrai, il y a des forces étrangères qui sont derrière le M23. Mais ça tiendra jusqu'à quand? Ah ben justement, ce que vous dites est vrai, parce que derrière cette entreprise à l'Est là, il y a des États qui s'y retrouvent. On ne peut pas avoir peur de les citer. Le Rwanda s'y retrouve. Mais aussi hier, parce que Mike Gardy parlait de ce qui s'est passé hier. Mais est-ce qu'aujourd'hui le Rwanda est prêt à décourager cette entreprise avec le M23 parce que derrière ça,
Le Rwanda est obligé, Serge, parce que n'oubliez pas que le Rwanda a cherché vraiment à parler avec Kinshasa. Mais il y a eu une forte pression du Rwanda. Il y a une pression. Il y a une pression pour que Kinshasa négocie avec le M23. C'est parce qu'aujourd'hui, le Rwanda ne sait pas avoir les informations, ne sait plus infiltrer le dernier cercle de prise de décision. Parce que les derniers mouchards, ils ont été mis dehors. Alors maintenant, il faut négocier avec le M23. De sorte que certains pions du M23 réintègrent le système, de sorte à redonner un peu de force au Rwanda, alors que le gouvernement dit n'y a pas de négociation avec le Rwanda. Mais aussi, il faudra que le gouvernement veille à ce qu'il n'y ait pas des gens qui vont négocier ou des gens qui traitent cette question, qu'il n'y ait pas des affairistes. Parce qu'il y a une forte tentation. Parce que le Rwanda peut se dire aujourd'hui, ok, maintenant nous sommes en perdition au niveau de matières premières. Est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres recrues pour continuer notre business? Voilà. Et en ce moment-là, s'il y a des compatriotes qui cèdent à cette tentation du Rwanda de pouvoir recruter à nouveau des espions, pour recruter à nouveau des traîtres au niveau du gouvernement ou des institutions de la République, là, ça va encore nous bloquer, ça va bloquer la machine. Il faut vraiment que tous les compatriotes se disent, vraiment, finalement, il faut qu'on mette fin à ce cycle de tuerie. Le général porte-parole du Nord Kivu, comment il s'appelle, Sylvain Kenge, qui dénonçait déjà la violation du cessez-le-feu et la trêve entre le gouvernement, l'armée et le M23. Il me semble que le M23 avait attaqué encore les samedis. C'était une manière de faire pression. Hein. Je vous avais dit, Serge Kabongo, depuis le départ, c'est que ce mouvement a fait résurgence il y a à peine quelques mois, a décidé d'aller dans les attaques, question de mettre une pression au gouvernement. Oui. Et de côté, ils ont mené certes des lobbying, parce qu'il ne faudra pas ignorer, vous venez de le dire, il y a de ramifications avec certains États comme le Rwanda. Et aujourd'hui, finalement, se rendant compte que l'État congolais restait droit sur ses bottes, finalement, le seul moyen de pression qui reste, c'est encore une fois de plus, retourner et reprendre les armes. Mais ça encore, c'est une entreprise périlleuse, parce que aujourd'hui, vouloir se mettre à dos l'ensemble de la communauté, je ne pense pas que c'est une solution bénéfique pour le Rwanda. Je crois aussi que le Rwanda doit savoir une chose, c'est que dans le contexte actuel, sur le contexte économique, la RDC a autant de moyens de pouvoir faire fléchir le Rwanda. Même pas militaire, sur le plan économique. Il suffit que nous fermons nos frontières au Rwanda. Il suffit que nous décidons de couper toute relation économique avec le Rwanda. Ce pays ne tiendra pas une décennie. Ça, il faut le reconnaître. Mais le Rwanda, c'est que... Mais c'est le Rwanda qui nous aide avec ses aéronefs aussi. Non, mais justement, c'est comme dans un partenariat public-privé. Qu'est-ce que coûte un aéronef et combien le Rwanda gagne? Quel est le plus grand en termes seulement de marché aérien, parce que vous l'évoquez. Le flux commercial du Rwanda, à 80%, c'est la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça vaut un aéronef face à un marché de plus de 150 millions d'habitants? Je crois qu'à ce stade ici, et que j'espère que le gouvernement en a conscience, allons dans une dynamique où on privilégie la paix. Et aujourd'hui, on a toute la possibilité, sur le plan diplomatique, en termes de politique extérieure, d'avoir les moyens de contraindre sur ce Rwanda-là. Si aujourd'hui il décide de pouvoir aller encore sur le ZAR, on espère que cette fois-ci, au-delà du soutien du Kenya et des autres pays de la sous-région, on n'aura pas honte, froid d'eau pour aller sur le contexte belliqueux, sur le contexte militaire, enfin de pouvoir en découdre et en finir. Il y a un téléspectateur qui me pose la question, il me demande de vous dire, il ne faudrait pas que ce soit des discussions interminables, hein, parce qu'on a connu comme ça, bon, c'est la première phase des négociations, et puis il y aura une deuxième phase. Il y aura une deuxième, il y aura une troisième, mais est-ce que, je ne sais pas si vous avez eu le temps peut-être d'échanger avec les amis qui sont sur place là-bas, est-ce que entre chefs d'État, il y a l'insincérité. Entre quand ils étaient ensemble, bon, Kagame n'était pas là, il s'était fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. J'ai comme l'impression qu'on veut traiter avec des marionnettes au lieu de traiter plutôt avec ceux-là qui tirent des ficelles et qui sont connus. Je crois qu'il faut reconnaître une chose, Serge Kabongo. Les objectifs diffèrent entre États. C'est vrai que la finalité, c'est vouloir la paix, mais les objectifs diffèrent. Il suffit de regarder, parce que parfois on parle de l'absence de Paul Kagame. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, Paul Kagame ne se met plus autour d'une même table avec le président ougandais. Le Rwanda a refusé de se mettre autour d'une table avec l'Ouganda. Tshisekedi a tenté une fois ici, hein, de les réconcilier. En fait. Ça n'a pas marché. Et c'est quoi la question? C'est qu'au-delà de problèmes empiriques, c'est que sur le plan économique maintenant, les deux pays nourrissent des ambitions presque similaires. Et malheureusement, sur ces terrains-là, c'est une question d'intérêt. L'Ouganda est un peu en avance. Hein.
Non, pas vraiment. Il faut reconnaître, le Rwanda a un peu plus d'avance que l'Ouganda. L'Ouganda avait refait son avance parce que l'Ouganda aussi a compris que si je veux aller dans cette dynamique, il faut compter sur la RDC. Et l'Ouganda est revenu avec un discours un peu plus ouvert et plus sincère que malheureusement ça met en mal, que dérange le Rwanda. Parce que pour le Rwanda, il fallait que ce soit Kagame qui prenne un peu le règne de cette partie-là. Le Rwanda s'est considéré comme étant un partenaire privilégié de la RDC parce que aussi autrefois, ce Rwanda-là avait des moyens de pression sur nous. Très bien, on va se limiter là aujourd'hui. Mais Djenit, avant de passer à l'Assemblée nationale et faire un débat sur les débats généraux sur la loi électorale, c'est peut-être un autre pan de la crise à l'Est, mais il y a aussi des groupes armés étrangers qui doivent, non, eux, négocier avec leur gouvernement ou qui doivent être écoutés comme notre gouvernement le fait, mais ils sont sommés de quitter immédiatement. Oui, mais c'est ça justement quand vous parliez de la question de la sincérité tout à l'heure, vous n'avez qu'à voir l'attitude du gouvernement rwandais et du président rwandais. Lorsque les gens se mettent autour d'une table pour discuter franchement des vrais enjeux du retour de la paix et du développement économique de la sous-région, lui s'est fait absent. Alors, comment comprendre qu'il est sincère de vouloir le développement de la sous-région quand il s'absente des rencontres où on veut parler finalement du développement économique? Mais maintenant, l'autre point, c'est que il demande au gouvernement congolais ou au président Tshisekedi de parler avec le M23, mais lui ne veut pas engager un dialogue avec les FDLR. Comment on peut comprendre sa sincérité à ce niveau-là? Je me rappelle, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, il y a déjà eu aussi des résolutions au Parlement rwandais, comme quoi tous ceux qui, à l'époque, n'avaient pas quitté la RDC pour retourner au Rwanda, ont perdu la nationalité rwandaise. Mais c'est ça le vrai problème. Mais ces gens-là qui sont au Congo, se reconnaissent être rwandais. C'est des apatrides. C'est des apatrides. Donc là, ils sont en train de vouloir créer une situation qui va déranger les intérêts géographiques de la RDC demain. Donc c'est une question aussi importante. Mais il faudra aussi faire attention parce que moi, je pense que les groupes armés étrangers qui sont, les groupes rebelles qui sont chez nous, mais qui ont des objectifs contre leur propre pays, doivent faire attention parce qu'avec cette force, si jamais cette force sous-régionale venait à se mettre vraiment au point et que les actions sont menées, je ne leur donne pas une grande chance. Hier, ce qui se faisait avec toute la sous-région, il y a eu des tentatives comme ça, vous l'avez évoqué, avec Ciergel. Mais aujourd'hui, la différence, c'est parce qu'ils comprennent qu'au niveau international, tout le monde se rend compte que ce ne sont pas les Occidentaux qui vont nous aider à nous développer. Ouais, plus de 20 ans avec un effectif à la dimension d'une armée nationale, la MONUSCO, pendant plus de 20 ans. Ce ne sont pas eux. Mais ce n'est pas une hypocrisie. Ce ne sont pas eux qui vont nous aider vraiment à stabiliser la sous-région. Une force de la sous-région, voilà. G5 Sahel. Donc, c'est cette dynamique qui vont donner les troupes. Vous allez voir les Rwandais donner des troupes, l'Ouganda donner des troupes pour venir attaquer Ruiga, pour venir attaquer Sultani Makenga. Vous voyez par exemple le volet politique, il est piloté par le Kenya. Mais le volet militaire, c'est la RDC qui prend le lead. Donc c'est pour dire mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas vraiment dans le même contexte qu'hier. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est l'infiltration. Parce que c'est le seul point qui peut faire capoter ces opérations-là. Mais ces groupes rebelles ont tout intérêt à pouvoir rentrer dans une dynamique de rentrer chez eux. Contrairement au Rwanda, je crois que l'Ouganda n'a pas la même résolution que le Rwanda. Les Ougandais, les ADF, ils peuvent rentrer chez eux. Lorsque ce mouvement se développe chez nous et se transforme en un mouvement islamiste et tout, je crois que ça s'attire de plus en plus la curiosité ou bien l'attention de la sous-région pour le neutraliser. Mais ils ont intérêt aujourd'hui à regagner leur pays et laisser la République démocratique tranquille. Allez, merci beaucoup à vous pour ces analyses sur ces travaux, on appelle ça les consultations du Kenya. Nairobi, j'espère qu'il est bien préparé par des vrais maîtres du dossier
pour qu'enfin des résolutions aboutissent. Il ne faudrait pas qu'on envoie des gens qui n'ont jamais appris les ABC de la négociation, qui ne comprennent rien et que ça se ressemble un peu à tout ce qu'on a vu sous Kabila, qu'il y ait des négociations, intégration dans l'armée, reconnaissance des grades. Non, mais là, il ne s'agit pas de négociations. Hein. Ah, merci. Il y a un message, on leur fait passer un message, on dit, voilà, vous quittez les groupes armés et on vous laisse tranquille vivre en RDC. Vous ne quittez pas les groupes armés, vous ne déposez pas les armes, eh bien, nous vous neutralisons. Très bien. Allez, neutralisons la loi électorale à l'Assemblée nationale. C'est très détendu aujourd'hui. Ah oui. C'est un débat général. Oui, c'est un débat. Un peu des mativismes à l'Assemblée nationale. Hein. Tout député veut passer, parler, tout veut prendre la parole, c'est normal. Ils ne font que leur boulot. Parlementer, c'est ça le verbe. Mais oui, le gros du travail sera fait, je crois, à la commission. Oui, mais il parle, c'est pour dire quoi? Quand quelqu'un arrive et dit, bon, je ne veux pas répéter ce que mon prédécesseur a dit, mais quand il commence le développement, il se met à répéter ce que le prédécesseur a dit. Alors, les grandes options seront levées à la commission, je crois. Maintenant, c'est un débat général qui va peut-être se poursuivre aujourd'hui. Après-demain, on va voir, les documents seront envoyés à la commission va travailler, mais il y a quand même des points d'achoppement. Par exemple, la question de la suppression des seuils, il y a la question du mandat familial, je ne sais pas si vous comprenez de quoi il s'agit. Mandat familial. Oui. Non, mais c'est ça. Moi, je suis bien d'accord que si nous voulons parler République, il faut élever le débat à un certain niveau. Vous ne pouvez pas être, parce que vous êtes, c'est un exemple, vous êtes Jean-Pierre Bemba, vous êtes le président du MLC. Bon, je crois que le MLC fonctionne un peu différemment de différents partis mallettes. C'est que c'est le boss qui amène les capitaux. C'est lui qui paye les cautions. C'est lui qui paye la campagne électorale. Et à ce titre-là, il place les suppléants, premier suppléant, deuxième suppléant, de son propre gré. Il ne vous consulte même pas. Il vous dit, c'est moi le président. C'est comme on impose au ministre et les directeurs de cabinet. Voilà. Donc il vous dit, Serge, vous voulez être député, votre suppléant, c'est Jacqueline. Et Jacqueline, là, c'est la cousine du président. C'est à prendre ou à laisser. Donc si vous ne voulez pas, vous laissez. Alors quand vous regardez, vous dites, bon, moi je vais être député quand même. Le suppléant là, bon, il sera suppléant. Il n'est pas moi. C'est moi qui serai. Donc il faut qu'on arrive à mettre ça de côté. Parce que la conséquence c'est quoi? C'est qu'on se retrouve avec une Assemblée nationale ou un Sénat avec 109 sénateurs, mais c'est pratiquement 50 familles. C'est 50 familles qui constituent les 109 sénateurs. Il y a quand même des cas flagrants ici. Quelqu'un qui s'est fait élu député national, son premier suppléant, c'est son épouse. Il s'est fait élire sénateur, son premier suppléant, c'est son fils. Il s'est fait élire député provincial, son premier suppléant, c'est sa fille. C'est sa fille. Mais c'est quand même flagrant comme ça. C'est vraiment flagrant. Il est grand temps que les députés nationaux se mettent dans une même direction, parce qu'il y en a qui vont regarder leurs propres intérêts, parce qu'aujourd'hui ils se sont donné des moyens de pouvoir payer la caution, de pouvoir mener la campagne électorale et de pouvoir choisir les suppléants. Il ne faut pas qu'ils cèdent encore à cette tentation-là de rejeter cet amendement-là. Je crois que c'est un amendement très important pour la République. Ils doivent voter pour cet amendement-là, qu'on n'ait pas quand même des candidatures familiales. C'est honteux quand même pour la République. C'est honteux. Je ne sais pas si un député français ferait ça ou un député... Il faut disqualifier toute une liste si on retrouve... Il faut la disqualifier. Bon. On se limite là pour cet amendement concernant le mandat familial. Vous prenez, on parle de la suppression du seuil. Okay. On fait un retour à la proportionnelle. Plus fort reste. Bon, écoutez, moi j'ai un autre avis sur le seuil, parce que c'est vrai, on peut dire, certains ont mis un caractère subjectif dans cette proposition de loi.
Mais je crois qu'avec le contexte politique congolais, on en parlait hier avant que le courant ne parte, avec cette forme de repli identitaire au niveau de formation politique. Les soucis, c'était de voir chaque formation politique être représentative et sur l'ensemble du territoire national. Je crois que dans le sens de la moralisation de la vie politique, cette disposition était nécessaire, quoique on pouvait trouver comment peut-être la bonifier, si possible. Mais maintenant, puisque je ne suis pas parlementaire, je ne reviens pas, mais l'analyse que je peux faire est tourner à la Vous êtes citoyen congolais comme journaliste? Justement, c'est ce que je veux faire maintenant. C'est-à-dire, la proportionnelle, c'est bon. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des partis mallettes et des partis traditionnellement locaux et tribalistes? Quand je dis tribaliste, ce n'est pas forcément dans la connotation, dans le langage. Mais un parti qui ne vit que pour le Bandundu, au Bandundu, dans le Bandundu, et ne parle que Bandundu. Pour venir avoir des députés nationaux ici, quel est le caractère, quel est le sens qu'on donnerait à une telle formation? Justement, comme je disais, le débat reste encore ouvert. C'est des options à lever. Je ne sais pas. Parce qu'il faut voir quand même dans la genèse de l'élaboration de cette proposition de loi. Alors, à l'époque, les FCC et l'UDPS étaient en coalition majoritaire. égal. Mais malheureusement ou heureusement aujourd'hui, cette coalition majoritaire n'est plus favorable au FCC et rester proche de Kabila. Donc c'est vraiment une proposition coupe-gorge et il faut vraiment y aller avec beaucoup de tact. Bon, est-ce que c'est encore profitable, peu perdre? Je doute fort que ça ne le soit pas. Ici, la notion reste simple. La notion de la représentativité et qui permet d'établir des chiasmes en termes d'élection. Je crois qu'à ce stade ici, cette loi-là profitera à l'UDPS. Parce qu'actuellement, dans la cartographie, dans cette coalition de la majorité, c'est l'UDPS la plus grande femme ou encore le plus grand parti. Si on veut parler de questions de profit. Mais maintenant, la question que j'aimerais que quelqu'un me dise, qu'est-ce qu'on reproche à ce seuil-là, où on fait justement un regard caricatural, bon, c'était le FCC et autres, voilà, on ne veut pas. C'est ça le grand problème. Il ne faudra pas qu'on cède pour le besoin d'une petite, c'est-à-dire une petite communauté de partis politiques. Bon, en fait, ils sont comment dirais-je, majoritaires, ces petits partis mallettes-là, juste dans l'idée de pouvoir nous ramener encore en arrière. Est-ce qu'il n'y aura pas un jour... Le souci du pouvoir, Serge Kabongo, quand vous êtes... La bonne politique, c'est que quand vous savez qu'il y a un principe, vous ne savez pas aller dans les coalitions ou établissez une formation politique. Mais il y a quand même des faiblesses dans les coalitions politiques. Prenez depuis les élections... après les indépendances jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir la difficulté de Lumumba qui n'avait pas, le président Kasavubu qui n'avait pas la majorité, il était obligé de faire avec Lumumba. Mais vous avez vu la difficulté entre Tshisekedi qui devait faire avec Kabila. Exactement. Le problème, est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui que les partis se regroupent, un peu comme on a vu en Afrique du Sud, l'UNC qui a sa majorité à elle. En Angola, vous avez l'UDITA, comment ça s'appelle, les MPLA, qui a sa majorité. Et par exemple, au Sénégal, vous avez le parti de Macky Sall, qui a sa majorité à elle. Aujourd'hui, c'est difficile. Même les PPRD, dans des grandes périodes de gloire, les PPRD n'avaient difficilement 200 députés. Serge Kabongo, c'est justement ça le besoin de ce seuil-là. Au lieu de pouvoir encourager des gens à aller créer des partis politiques mallettes pour n'aboutir pas à grand-chose, je veux rappeler un principe essentiel. Parce que le mandat parlementaire est un mandat collectif. Un parlementaire ne peut rien faire. La politique de gouvernance ne pourra pas évoluer dans les individualités. Il faut une certaine homogénéité. La force, c'est quoi? C'est qu'avoir des formations politiques qui partagent la même souche, le même ADN, la même vision, la meilleure façon de faire les choses. Tu évoques des exemples, mais regardez maintenant. Les pays en souffrent. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez un parti qui n'a pas la majorité, il est obligé de faire avec des petits partis, qui sont des petits partis qui créent des problèmes avec qui vous n'avez pas la même vision du pays et vous ne savez pas exécuter votre programme. Le problème, c'est que encore retourné en arrière. Sociologiquement, les Congolais ont du mal à accepter le leadership des autres. C'est au fait ça aussi le problème. En 2011, déjà, on parlait de 600 partis politiques. Mais maintenant, nous sommes en 2022. À l'époque, il faut supposer que chaque député, il faut supposer que chaque député aujourd'hui
a un parti politique. Ngobila aussi vient de créer son parti politique. Bolodjo a créé aussi son parti ACP. politique. Bolodjo, Alain Bolodjo. Prince Mpeng Oui. a créé son parti politique. Prince Epeng a créé son parti politique. Bon. Il reste Daniel Safou. Donc, c'est vous dire que nous sommes dans un environnement... Christian Bonga n'a pas encore son parti. Non, Christian Bonga, non. Nous sommes dans un environnement où personne ne veut travailler sous le leadership de l'autre. Alors que hier, vous vous souvenez, nous parlions de la notion de leadership. Non, il y a des leaders nés. Excusez-moi, d'où Jésus que je viens voir avec mon frère. je comprends. Posons maintenant nous la question autrement. Il faut quel système politique pour les pays, quel modèle politique pour les pays, quelle loi électorale pour les pays. Moi, je crois qu'il faut poser la C'est question très simple, autrement. c'est très simple, Serge. Parce que avec ces histoires de, comment on dit, système semi-parlementaire, les systèmes présidentiels, je crois, 60 ans après, ça ne nous a pas aidé à bien évoluer. Mais est-ce que la Constitution place les conditionnalités nécessaires? Quand je dis nécessaire, ça signifie des conditionnalités qui limitent la création des partis politiques. Mais quand vous voulez créer un parti politique aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils viennent demander, Serge, est-ce que tu peux me prendre le statut du MLC, s'il te plaît? Oui, oui. Ils prennent le statut du Il MLC. changer seulement les dénominations. Ils changent de dénomination, la date, le siège à l'université. Moi, ton TP, je vais changer les phrases. Oui, c'est tout ce qu'ils font. Ils n'innovent pas. Mais moi, je crois qu'il faudrait que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice se mettent autour d'une table pour dire quelles sont les conditions que nous pouvons placer pour la création des partis politiques. Qu'on limite un peu. On en a déjà aujourd'hui, je ne sais pas, on était à 600 en 2011. Aujourd'hui, je ne sais pas, on en est à 1 millier. On en a 1 millier. Est-ce qu'il faut qu'on laisse ça ouvert comme On va ça? rendre l'antenne, il nous reste 2 minutes, je regarde le chrono là, c'est pas professionnel de le dire. J'aurais bien voulu que nous puissions placer un mot sur l'an 1 de l'équipe Sama, mais c'est bien dommage, on reviendra sur ça demain. Maïgardi, merci à vous d'avoir été les nôtres pour ces débats. On parle de moins en moins de la révision constitutionnelle en vue du retour au détour. C'était l'une des promesses du président Félix, hein, mais malheureusement on ne peut pas réviser la constitution Parce qu'il faut commencer pendant par la qu'on est en plein Constitution. état des sièges. Donc indubitablement nous irons à un seul tour Exactement, c'est-à-dire vous avez évoqué les éléments ou encore les cadenas pour aller dans ces dynamiques-là. Aujourd'hui, on se rend finalement compte qu'on ira. Et les gens, je crois qu'ils ont compris qu'il n'était pas possible maintenant. Est-ce que c'est pas aussi une belle trouvaille pour Félix qui dit on change là la règle du jeu? De la subtilité. Il dit heureusement ou malheureusement il y a état de siège, mais il peut lever cet état de siège en 3-4 mois, on révise la constitution et puis nous revenons à l'état de siège. Oui, c'est faisable. Mais j'ai appris par rapport au bilan, vous parliez de l'an 1 de Sama. Je crois que le ministère de la Communication, le fameux ministère de la Communication organise une émission, parce qu'ils sont forts dans les émissions. Ils organisent une émission. Oui, le Premier ministre sera face, je crois, à 2 journalistes qui vont lui poser des questions Jessica sur... non, je suis les spots là, je crois, c'est Christian Lusakone et Anita, je crois. Donc, c'est très bien de le faire, mais est-ce que cela suffit? Moi, je crois que le Premier ministre, il doit se retrouver devant une bonne représentativité de la presse congolaise et quinoise. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. 9h30, demain. Merci. Avec le même plaisir.